le préalable, on s'était dit, c'est de revenir un petit peu sur l'histoire de la protection juridique des majeurs. C'est bien de savoir d'où on vient pour réfléchir un peu à où on va. Et donc, on a confié ce temps-là à Corinne Cheminet, qui arrive en voisine de Saône-et-Loire, qui est magistrate honoraire, et qui, depuis la fin, enfin déjà avant, mais encore plus depuis la fin de son activité de juge, se consacre beaucoup aux questions éthiques, qui est membre de l'espace de réflexion éthique de l'Inde dont on parle, et qui intervient notamment, qui fait beaucoup de formations auprès des mandataires ou auprès de services sociaux, de travailleurs sociaux de départements, par exemple. Donc je lui passe le micro. Je vous remercie. J'avais prévu de reprendre la phrase que vous avez dite pour présenter le sujet, parce que c'est effectivement un lieu commun de dire que connaître le passé permet de comprendre le présent et d'imaginer l'avenir, mais c'est le plus souvent juste et très instructif. Il en va ainsi de la protection juridique des majeurs et des majeurs protégés. Le regard porté sur le chemin parcouru depuis qu'on a pris en compte les personnes que l'on appelle aujourd'hui vulnérables, donne à voir les avancées réalisées au cours du temps, tout un temps qu'il nous incite à regarder tout ce qu'il reste à accomplir, et il en reste. Le droit positif, c'est-à-dire la législation actuelle, est le fruit d'une longue maturation qui s'est particulièrement accélérée au cours du XXe siècle, et plus encore au début du XXIe. Il faut donc faire défiler l'histoire pour apprécier l'évolution qui a conduit à la loi du 5 mars 2007, actuellement en vigueur, portant réforme de la protection juridique des majeurs, et qui définit le statut actuel de ce que l'on appelle aujourd'hui les personnes majeures protégées. Hier comme aujourd'hui, il a toujours été admis que seule une volonté libre, une capacité à comprendre, à s'exprimer, une aptitude à consentir sont le fondement de toute obligation. Que donc, pour pouvoir faire des actes juridiques, prendre des décisions, il faut avoir les capacités qui permettent de s'engager dans cette décision pour en mesurer les conséquences pour soi-même et éventuellement pour autrui. En résumé, et la loi le dit, il faut être sain d'esprit pour contracter valablement, pour prendre des décisions valides. De tout temps, les sociétés ont, de façon variée, pris en compte et régi la situation de ceux qu'elles considèrent comme inaptes à s'assumer seuls, à prendre justement des décisions, à contracter des engagements, à réaliser des actes juridiques. Et ce, pour des raisons diverses et variées qui ont évolué, qui ont changé au cours du temps. Le statut, comme le regard porté sur les personnes considérées comme déficientes, vulnérables, le vocabulaire est riche en la matière, a beaucoup évolué au cours des siècles. On va remonter le temps. Donc. Dans la Grèce antique, beaucoup de choses nous viennent de nos ancêtres grecs. Dans la Grèce antique déjà, des tuteurs veillaient aux intérêts des enfants mineurs. Le mineur a toujours été considéré comme une personne vulnérable qui relevait d'une protection particulière, de tout temps et partout. Donc dès la Grèce antique, il était pris en compte. Et une action devant les magistrats permettait également d'intervenir lorsqu'une personne dilapidait son patrimoine. La dilapidation du patrimoine, c'est ce qu'on appelle également la prodigalité. Mais c'est surtout le droit romain qui, le premier, au 5e siècle avant Jésus-Christ, a posé un cadre juridique pour déterminer les individus dont la situation justifiait l'intervention d'un tiers pour agir à leur place lorsqu'un acte juridique devait être réalisé. Les termes de tutelle, tutela et curatelle, curatella, font ainsi leur apparition dans la loi des 12 tables. Ces vocables, tutelle, tutela, curatelle, curatilla, visent des personnes atteintes d'incapacité, c'est-à-dire des individus ou des catégories d'individus considérés comme inaptes à exercer seuls et personnellement leurs droits parce qu'ils ne sont pas en état de prendre des décisions ou qu'ils ne mesurent pas la portée de leurs engagements. Cette incapacité pouvait être naturelle, c'est-à-dire due à l'âge, la minorité, mais naturelle dit également au sexe,
celui des femmes, bien sûr, comme toujours, et comme encore quelquefois aujourd'hui. Cette incapacité pouvait être également due à une anormalité, c'est-à-dire à un état de santé physique ou mental déficient. Ainsi, la tutelle était destinée à protéger deux catégories de personnes. L'enfant impubère, tutela impuberum, et les femmes, c'est la tutela mulierum. La curatelle, quant à elle, concernait les fous, que l'on nommait curia furiosi, les prodigues, cura prodigi, et les mineurs de 25 ans, ce qui n'est pas la même chose qu'un enfant impubère, c'est-à-dire la cura minorum. Concernant les personnes atteintes mentalement, une gradation existait entre la personne démente en permanence, qu'on appelait le démence, et celle ayant des moments de furiosité, de lucidité, que l'on appelait le furiosi. Il s'agissait avant tout et exclusivement de protéger le patrimoine de l'individu concerné en le confiant à sa famille. Traditionnellement, le patrimoine va revenir à la famille au décès d'un individu. Donc, qui était le mieux placé pour prendre en compte le patrimoine d'une personne qui avait une déficience, quelle que soit la nature? Eh bien, la famille, bien sûr, qui avait le souci quand même qu'il lui revienne sans avoir été trop dégradé entièrement. C'est ce qu'on appelait la curatelle légitime. Progressivement, avec l'accroissement du rôle des magistrats, la curatelle va évoluer et les magistrats saisis d'une demande vont avoir le pouvoir de désigner une personne hors du clan familial. C'est ce qu'on appelle la curatelle dative. Le magistrat pourra également valider la personne désignée par le père de famille, ce fameux pater familias, dans son testament. C'est la curatelle testamentaire. Vous voyez, tout le vocabulaire qu'on a aujourd'hui, il a son origine là, dans le droit romain. Ces mesures de curatelle, de tutelle, quelle que soit la personne qu'elles visent, ont, je vous l'ai dit, pour objectif essentiel, sous le contrôle d'un juge, la préservation du patrimoine de la personne, qui en conserve toutefois la propriété. Hein, on n'est pas dépossédé de ce droit. Et pour ce qui concerne la prise en charge personnelle, les soins qui doivent être apportés à la personne qui relève d'une mesure de tutelle ou de curatelle, eh bien cette tâche était dévolue à la famille. Il n'y avait aucune mission de protection de la personne elle-même. La décision concernait la protection du patrimoine. Au début du Moyen-Âge, si le mineur et la femme relèvent toujours d'un régime d'incapacité, celui de la tutelle, du seul fait de leur âge et de leur sexe, on ne trouve pas de cadre régissant la protection des malades mentaux. Au Moyen-Âge, la famille garde une place fondamentale et prend en charge la protection et la gestion de leurs biens sans que ce soit officialisé par une quelconque décision. Les fous sont considérés comme possédés par le démon ou criminels et ils relèvent de l'exorciste ou de la justice. C'est carré, c'est tranché. Au XIIe siècle, l'interdiction, retenez ce mot, fait son apparition. C'est une sentence, donc une décision de justice, qui est soumise à une procédure précise et qui prive le malade mental interdit, donc frappé d'une décision d'interdiction, de l'administration de tout son patrimoine. À cette époque, les majeurs considérés comme incapables sont répartis en 3 catégories: les victimes de démence, les victimes de fureur et les victimes de prodigalité. La prodigalité, je vous l'ai dit, c'est le fait de dépenser son argent de façon inconsidérée. Ça n'a rien à voir avec la maladie mentale. Ça ne relève pas d'un comportement qui a à voir avec un déséquilibre. Mais selon les époques, on considère qu'il y a telle façon de dépenser son argent et qu'il n'y en a pas une autre. Au XIIe siècle, donc, un membre de la famille est nommé comme curateur à l'interdit. Et ce curateur à l'interdit va gérer le patrimoine de la personne. Et le plus souvent, enfin même exclusivement, c'est un membre de la famille. Quand il n'y a pas de famille, eh bien, on cherche une personne qui a une bonne renommée. Ça peut être un voisin, ça peut être un professionnel qui va se charger de cette curatelle à l'interdit. Parfois, en plus du curateur à l'interdit, un conseil est réuni pour éclairer ce curateur sur les décisions à prendre dans l'intérêt de la personne concernée.
À la fin du Moyen-Âge, les établissements pour malades mentaux se multiplient et les prodigues, donc je répète, ceux qui dépensent leur argent de façon considérée comme inconsidérée, y sont également enfermés. Donc on a des malades mentaux et des prodigues. Ces deux catégories de personnes ne bénéficient quasiment plus de protection. Car si l'internement relevait en principe d'une décision judiciaire, il pouvait tout autant et largement également être ordonné par les lettres de cachet. Vous savez, ces décisions tout à fait discrétionnaires, quand on déplaît, eh bien, on peut être enfermé. Certes, notre plus grand des rois, le soleil, en a usé et abusé d'une façon assez exemplaire. Quand même, l'adjectif n'est pas forcément adapté. Discrète et rapide, pour ne pas dire expéditive, elle préservait ces décisions arbitraires d'internement, de préserver l'honneur des familles en faisant enfermer un aliéné ou un prodigue dans ce qu'on appelait une maison de force avant que ces débordements le conduisent devant un tribunal. Elles étaient fort utilisées. Puis, le pouvoir royal s'est organisé et la prise en charge des malades mentaux, qui relevait jusque-là de la charité mise en œuvre par l'Église, passe progressivement aux mains des autorités laïques et municipales. Ce sont les prémices de ce que l'on nommera bien plus tard l'assistance publique. Le contrôle social fait son apparition, dirigé notamment à l'endroit des marginaux, catégorie dans laquelle on classe les fous, à l'égard desquels on a de plus en plus massivement recours à l'enfermement. Puis vient l'esprit des Lumières, la Révolution 1789, avec sa déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui vont ouvrir une nouvelle ère pour les personnes vulnérables. Les fous, les insensés, gagnent un nouveau statut avec l'arrivée de la psychiatrie et les travaux du docteur Pinel. À partir de 1801, on parle d'aliénation mentale, d'aliéné. Donc vous voyez, le vocabulaire change. Ce terme d'aliéné qualifie l'individu atteint d'un trouble qui peut être passager ou permanent, qui le rend étranger à lui-même, à la société, incapable de se conduire. L'aliéné, c'est un immense progrès, n'est plus considéré comme un individu conscient de ses actes, coupable de ses méfaits, mais comme un malade qui a besoin de soins et qui est susceptible de guérir. Une humanisation du traitement des malades mentaux, même ceux qui sont internés, se fait jour. Puis vient le Code civil de 1804, promulgué par Napoléon Bonaparte, qui confirme les anciens dispositifs concernant les mineurs, certains condamnés, les malades mentaux et les femmes mariées. Celles-ci passant de la tutelle de leurs parents à celle de leur époux. Je ne résiste pas, parce que je suis une femme, à vous donner lecture, mais pour que vous l'oubliez immédiatement, de l'article 1124 promulgué par ce grand misogyne d'empereur. Je cite : « Les personnes privées des droits juridiques sont les mineurs, les femmes mariées, les criminels et les débiles mentaux. » On tient une bonne place. S'agissant des majeurs qui manifestent des troubles mentaux ou qui relèvent de la prodigalité, le Code Napoléon prévoit deux régimes, l'interdiction et le conseil. Donc on reprend l'interdiction. Dans le cadre de l'interdiction, un administrateur provisoire peut être temporairement nommé, un conseil de famille est réuni, et s'il aboutit à la nécessité d'une mesure de protection, la personne sera placée sur le régime de la tutelle. Et, je cite parce que c'est important, ça va nous suivre très très longtemps, le majeur en tutelle est assimilé à un mineur pour le gouvernement de sa personne et de ses biens. On a affaire à un majeur, mais on dit qu'il est assimilé à un mineur. Et puis, deuxième institution qui va être créée par le Code Napoléon, le Conseil judiciaire, qui concerne les faibles d'esprit et les prodigues, et c'est un régime d'assistance. Ce code de 1804, cette loi de 1804, ne régit pas l'internement des malades mentaux. En cas d'interdiction, c'est le conseil de famille qui apprécie si le majeur reste à son domicile ou doit aller dans un établissement de soins. Mais les familles peuvent tout autant avoir recours à l'internement sans que le majeur relève du statut de l'interdiction.
et le majeur ne bénéficie alors d'aucune protection. Va alors être promulguée la loi du 30 juin 1838 qui s'intitule « Loi sur les aliénés ». Tout le vocabulaire que j'emploie est le vocabulaire de l'époque, ne m'en voulez pas. Cette loi de 1800... Merci, le caricaturiste. Cette loi de 1838, elle a surtout pour objet de fixer les règles de droit public applicables aux établissements hospitaliers qui reçoivent des aliénés. Elle réglemente l'internement des malades mentaux et elle se préoccupe, nouveauté, de la capacité des personnes internées quant à la gestion de leurs biens, parce que jusqu'à présent, ce n'était pas le cas. Le placement dans un établissement psychiatrique peut être volontaire, alors demandé par l'intéressé, mais par sa famille. À l'époque, on considérait que c'était volontaire. Et il faut bien sûr un certificat médical qui décrit l'état de santé mentale et le besoin d'enfermement. Mais cet internement peut également être ordonné d'office par l'autorité publique, c'est-à-dire le préfet, puisque vous savez, les préfets, c'est la création de Napoléon, dès lors que, je cite, un individu compromet l'ordre public ou la sûreté des personnes. C'est assez large, ça permet d'interner un certain nombre de personnes dont le comportement déplaît. Mais, grande avancée, si les médecins de l'établissement déclarent que la personne est guérie, elle ne peut plus être retenue dans l'établissement. C'est quand même un progrès. Les malades mentaux soumis au régime de l'interdiction bénéficient d'une protection de leur personne et de leurs biens qui est exercée par leur tuteur avant même d'être éventuellement internés. Et la grande nouveauté de la loi de 1838 sera de régir le sort des internés non interdits qui ne bénéficient d'aucune protection. À cette époque est créé également le régime de l'administration provisoire des biens, avec la nomination d'un administrateur provisoire pendant le temps de l'internement. Et cet administrateur provisoire était obligatoirement un personnel de l'établissement hospitalier. Mais ça concernait exclusivement les établissements publics. Pour les établissements psychiatriques privés, aucun automatisme de cette nature n'existe. La famille, l'établissement ou le procureur de la République ont simplement la faculté de demander au tribunal la mise en place du régime de l'administration provisoire, avec un administrateur qui peut à ce moment-là être extérieur à la famille. Mais c'est très très rarement utilisé. Donc c'est prioritairement les personnes qui sont internées dans des établissements publics qui bénéficient de cette nouvelle protection. On va également créer le curateur à la personne. Je cite, sa mission est de veiller à ce que les revenus soient employés à adoucir son sort et à accélérer sa guérison, à ce qu'il soit rendu libre de ses droits aussitôt que sa situation le permettra. On a des progrès déjà dans la formulation. Avec la loi de 1838, on distingue 3 catégories d'aliénés: les aliénés interdits, les aliénés internés non interdits, les aliénés ni interdits ni internés. Un petit peu complexe. Et cette loi, je vous l'ai dit, ne concerne que ceux qui sont internés. C'est une loi du tout ou rien. Il y a donc tout un pan de la population qui souffre d'un certain nombre de maux psychiques ou physiques invalidants qui n'est pas pris en compte correctement. Au cours du XXe siècle, la loi de 1838 n'apparaît absolument plus adaptée aux évolutions de la psychiatrie et des mentalités. Si bien qu'au terme de 130 ans, il devenait nécessaire de réformer cette législation. Et c'est le vote de la loi du 3 janvier 1868 qui s'appelle « Réforme du droit des incapables majeurs ». Il convenait donc d'élaborer des régimes de protection plus souples, plus adaptables au profit de chaque majeur vulnérable, prenant plus finement en compte le degré d'altération de ses facultés, de son patrimoine et de sa situation familiale. Je vous l'ai dit, la tutelle des majeurs, mise en place au profit d'une personne interdite, était calquée sur la tutelle des mineurs. Il a donc déjà fallu réformer le dispositif de la protection des mineurs.
C'est la loi du 14 décembre 1964 qui s'y est employée, et elle a fait apparaître deux grandes innovations. L'institution d'un juge des tutelles, il n'y en avait pas jusqu'à présent, c'était le tribunal, et le recours fréquent à l'administration légale, c'est-à-dire une tutelle sans conseil de famille. C'est un membre de la famille qui va être désigné. S'il a besoin de faire des actes graves, il sollicitera une autorisation du juge, mais il n'y aura plus la réunion d'un conseil de famille qui était extrêmement lourde. Mais là encore, cette législation va calquer la gestion des biens des mineurs et des tuteurs, la gestion des biens des majeurs sur celle des mineurs. Donc on est en permanence en train de faire le lien tutelle mineur, ce qui va, on va le voir, peser lourd encore aujourd'hui. Mais cette réforme est considérable. Il n'est plus fait aucune référence à la situation sanitaire afin de ne plus stigmatiser les malades mentaux. Les dispositifs de protection s'appliquent aux personnes qui entrent dans des catégories définies par la loi qui en ont besoin, mais plus rien à voir avec les malades mentaux. Ça n'est pas la référence. Le côté automatique de l'ouverture de la protection disparaît. Il faut démontrer qu'elle est nécessaire. Et pour que cette démonstration puisse être appréciée d'une façon impartiale, c'est l'autorité judiciaire, le juge des tutelles, et non plus l'autorité administrative ou un tribunal composé de façon tournante, qui va prononcer ces mesures. Et puis, grande avancée dont il faut qu'on se souvienne encore aujourd'hui, est énoncé le principe d'indépendance entre régime de protection et modalité du traitement médical. Ça n'a rien à voir. Ça peut être le cas, mais ça peut ne rien avoir entre eux. Le législateur ne veut absolument pas que cette loi soit spécifique aux personnes relevant d'un traitement psychiatrique. C'est la raison pour laquelle la diminution des aptitudes et des compétences liées au grand âge va permettre de prononcer des mesures de protection. Et que d'autres personnes qui souffrent de handicaps physiques lourds qui les empêchent d'exprimer leur volonté sans qu'ils soient atteints d'aucune pathologie mentale, va permettre l'entrée dans un dispositif de protection. Et puis, ça n'est pas la loi de 2007, mais la loi de 1968 qui instaure les grands principes de nécessité, de subsidiarité et de proportionnalité. La loi 2007 à laquelle on va arriver les explicite, mais ils étaient déjà présents. Simplement, on ne les connaissait pas, faute d'application. Parce que la loi, c'est bien, mais ce qui est mieux, c'est de la connaître et de l'appliquer, qu'on soit juge, qu'on soit mandataire, qu'on soit service social, médico-social. À l'occasion de cette loi de 1868, l'altération des facultés personnelles et la prodigalité permettaient d'entrer dans un régime de protection. L'altération des facultés personnelles, c'est l'altération des facultés mentales ou l'altération des facultés physiques dès lors qu'elle empêche l'expression de la volonté. La loi disait la maladie, l'infirmité ou l'affaiblissement dû à l'âge. Mais il y avait à côté une autre catégorie de personnes qui pouvaient entrer dans un dispositif de protection. C'était ce que l'on appelait la prodigalité, l'intempérance et l'oisiveté. Des mots tombés en désuétude aujourd'hui, mais donc quelqu'un qui ne souffrait d'aucune pathologie mentale. Le prodigue, je vous l'ai dit, c'est celui qui dépense son argent avec excès. L'intempérant, c'est celui ou celle, ne faisons pas comme Napoléon, qui consomme avec excès l'alcool, qui use de produits stupéfiants ou de substances qui modifient ponctuellement son comportement et relève du dérèglement des mœurs. Et l'oisif est celui ou celle qui refuse d'avoir une activité rémunérée alors qu'il n'y a pas de raison médicale valable pour qu'il puisse avoir une activité rémunérée. Donc, la loi de 1968 sur les incapables majeurs permettait l'entrée dans la protection, mais uniquement dans le régime de la curatelle, pour ceux que l'on appelait les intempérants, oisifs et prodigues. Donc, pas de certificat médical. Ce qui fait qu'un certain nombre de personnes qui relevaient de ce qu'on peut appeler la précarité, la marginalité, se trouvaient à comparaître devant un juge des tutelles alors qu'ils ne souffraient d'aucune déficience mentale ni physique grave.
La loi de 1968 va créer les 3 grands régimes de protection judiciaire que nous connaissons aujourd'hui, la sauvegarde de justice, la curatelle et la tutelle. La loi de 2007 à laquelle nous allons arriver les reprend pour mieux les définir, pour mieux en indiquer le champ et surtout pour dire quelle est la place du majeur protégé. Mais ces régimes existaient. Je le rappelle rapidement, la sauvegarde de justice est une mesure de protection provisoire qui va permettre, pendant la durée où elle est prononcée, de faciliter ultérieurement l'annulation, la récision ou la réduction des actes passés par la personne si ça lui a causé un préjudice. Mais c'est une mesure qui n'a pas vocation à durer. Et pendant la mesure de sauvegarde de justice, la personne continue à être titulaire de tous ses droits. Simplement, lors d'une sauvegarde de justice, le juge des tutelles peut, ça n'est qu'une possibilité, désigner un mandataire spécial parce qu'il y a des décisions, il y a des actes urgents à accomplir pour suppléer l'inaction ou les difficultés d'action de la personne en sauvegarde de justice qui n'agirait pas conformément à ses intérêts. Le juge va donner une mission spéciale, comme le dit le nom de ce mandat, mais pour tout ce qui lui est pas confié, le majeur continue à agir par lui-même. La réforme de 2007 permettra, dans le cadre du mandat spécial, de faire des actes graves qu'on appelle les actes de disposition, ce qui n'était pas possible sous l'empire de la loi de 1968. La curatelle, qu'est-ce que c'est que la curatelle? C'est une mesure d'assistance. Assister, c'est être aux côtés de quelqu'un. Aux côtés de quelqu'un uniquement quand il réalise des actes graves. La curatelle, contrairement à ce qu'on peut entendre, voir, constater, c'est pas je fais, je propose de faire et le majeur est d'accord. C'est le majeur décide de faire et si j'estime que ce qu'il fait est conforme à ses intérêts, je valide. Je signe à côté. En curatelle, le majeur reste totalement l'acteur de ces décisions. Simplement, elles doivent être validées par le curateur qui doit vérifier, avant de signer, que la décision du majeur est bien conforme à ses intérêts. Je viens de vous décrire la curatelle simple. Cette curatelle peut être renforcée. Qu'est-ce que c'est que la curatelle renforcée? C'est la curatelle simple, donc tout ce que je viens de vous dire, mais en plus, il est donné pour mission au curateur de percevoir les revenus du majeur et de payer ses dépenses. Ses dépenses. On ne lui demande pas de faire de l'épargne et de gérer son autre chose. Il paye ses dépenses. Et la loi de 2007 a ajouté, parce que ça n'était pas marqué dans la loi de 1968, même si ça paraissait une évidence, qu'une fois que le curateur a payé les dépenses du majeur, avec ses revenus, si, au miracle, il reste quelque chose, un petit excédent sur la hache, ça veut dire qu'il y a une très très bonne gestion, eh bien cet excédent doit être restitué, donné, remis au majeur pour qu'il en fasse ce qu'il veut sans aucun contrôle du curateur. Le curateur a protégé l'essentiel, perçu les revenus, payé les dépenses, le toit est assuré, il y a l'alimentation, il y a le téléphone portable, il y a la mutuelle. Si, encore une fois, au bonheur, il reste un petit peu d'argent, c'est l'argent du majeur protégé et on lui donne. Et puis la tutelle. La tutelle, c'est la mesure de protection la plus élevée qui concerne uniquement les personnes qui sont atteintes d'une altération grave de leur faculté mentale ou qui sont atteints d'une altération de leur faculté physique qui ne leur permet pas d'exprimer leur volonté. Et dans ces cas-là, le tuteur agit au nom et pour le compte de la personne protégée. C'est ce qu'on appelle un régime de représentation. Et en matière patrimoniale, c'est le tuteur qui prend toutes les décisions. Voilà les grandes lignes de la loi de 1968, en sachant que, avec cette loi sur les incapables majeurs, la personne qui exerçait la mesure de protection pouvait être soit un administrateur légal, ça pouvait soit être la tutelle en gérance ou la tutelle d'État. Donc il y avait des modalités extrêmement différentes. Et puis le temps a passé et on s'est aperçu que ce dispositif ne correspondait plus du tout à l'état actuel de la société et que surtout le nombre des majeurs protégés explose
À la veille de la loi de 2007, on était à peu près à 900 000 personnes protégées. Et tant d'un point de vue sociologique que financier, ça semblait poser un certain nombre de difficultés. Et on s'est surtout aperçu que la protection juridique était dévoyée du but pour lequel elle avait été instaurée, et qu'il était recouru à la protection juridique dès lors qu'il apparaissait que les services sociaux et médico-sociaux étaient en bout de course. Dès qu'ils n'arrivaient pas à trouver une solution à une situation, on disait c'est simple, on va faire une mesure de protection juridique avec une curatelle ou une tutelle, ça va tout solutionner. Donc les mesures de protection étaient utilisées pour pallier les insuffisances des dispositifs d'accompagnement social. Or, la protection juridique des majeurs, c'est dans le Code civil, ce n'est pas un dispositif d'accompagnement social. C'est une mesure qui a pour effet de restreindre l'exercice des droits d'une personne. À partir du moment où une mesure de protection juridique est prononcée, la personne qui avant pouvait faire tout ce qu'elle voulait seule ne le peut plus. Donc c'est une atteinte à ses libertés et à ses droits. Et il était tout à fait abusif d'utiliser cette procédure alors que les personnes étaient confrontées à des difficultés d'ordre social, médical ou autre, mais qui ne relevaient pas d'une incapacité à exercer elles-mêmes leurs droits. Donc, on voit arriver la loi de 2007 qui a été le fruit d'une longue gestation. J'entendais que vous avez passé 3 ans pour faire, plus de 3 ans pour un guide éthique. La réforme de 2007, on a commencé à y réfléchir 15 années plus tôt. Et on doit beaucoup au rapport Favard qui a été publié en 2000. Et vous voyez, la loi est de 2007. Donc, avant d'arriver à un consensus qui a été trouvé pour le vote de cette loi, eh bien, il a fallu du temps. Je vous l'ai dit, donc je ne vais pas y revenir, cette loi de 2007 maintient les grands régimes de protection judiciaire, sauvegarde de justice, curatelle, tutelle, même s'il y aurait des choses à dire concernant leur aménagement. Mais surtout, cette loi a une philosophie nouvelle, et les mots ont été employés tout à l'heure par les représentants des fédérations. Le mot qui guide, et les mots qui guident la réforme de 2007, c'est protéger sans diminuer. C'est vraiment ça, la philosophie et l'esprit de la loi. Il ne faut plus stigmatiser les personnes protégées. J'en veux pour preuve le premier article qui ouvre la loi de 2015, en tout cas de 2007, pardon, qui s'applique à toutes les personnes protégées. C'est l'article 415 du Code civil. Et on va le lire ensemble. Que nous dit-il ? Les personnes majeures reçoivent la protection de leurs personnes et de leurs biens que la loi, que leur état ou leur situation rend nécessaire selon les modalités prévues au présent titre, c'est-à-dire selon les modalités qui vont être déclinées dans la loi. Cette protection est instaurée et assurée dans le respect des libertés individuelles, des droits fondamentaux et de la dignité de la personne. Elle, la protection, a pour finalité l'intérêt de la personne protégée. Elle, la protection, favorise, dans la mesure du possible, l'autonomie de celle-ci. Elle, la protection, est un devoir, d'abord des familles et ensuite de la collectivité. Si vous avez besoin d'éthique, je crois qu'elle est là. Toute là. Et les mots ont un sens. Je vous rappelle que la loi de 1968, elle s'appelait la loi sur les incapables majeurs. Incapables. Les mots sont lourds. La loi de 2007 s'intitule beaucoup plus sobrement « Réforme de la protection juridique des majeurs ». Aucune connotation, rien de stigmatisant. Et les mots ont un sens, on le sait tous. Les premiers mots de l'article 415, c'est les personnes majeures. Arrêtons-nous 2 minutes sur ces mots. Qu'est-ce que c'est qu'une personne ? Une personne, c'est un sujet de droit, un homme ou une femme qui a une identité civile, autant qu'une identité propre. Cette personne, elle est titulaire de droits autant que de devoirs. Elle est douée de capacités. Elle est responsable. Un majeur protégé, il est toujours responsable, notamment civilement et pénalement, de ce qu'il fait, de ses actes.
Une personne, c'est quelqu'un qui est porteur de son histoire, de sa singularité, de ses souvenirs, de ses envies, de ses aversions, de ses convictions, de ses croyances, de sa culture. Je vous laisse rajouter tout ça, rajouter à la liste si vous le souhaitez. Deuxième mot, majeur. Je vais faire Monsieur de la Palisse. Un majeur, c'est le contraire d'un mineur. Mais c'est important de le dire. Donc, c'est un individu de 18 ans accompli qui n'est plus placé sous l'autorité de ses parents, ni de quiconque. Quand on est majeur, on ne relève de l'autorité de personne. Un majeur, c'est quelqu'un qui sort du champ de l'éducation. On n'éduque pas un majeur, un adulte. Un majeur, c'est quelqu'un qui se gouverne seul. C'est quelqu'un qui n'a à recueillir l'assentiment d'aucun tiers pour décider où il veut vivre, avec qui entretenir des relations. Un majeur, c'est quelqu'un qui veut ou qui ne veut pas se marier, divorcer, se soigner, arrêter de boire, pour des raisons qui lui appartiennent et dont il n'a pas plus qu'un autre à justifier. Il n'a pas à dire pourquoi. La loi de 2007 fait donc barrage à l'infantilisation et au paternalisme qui ont trop longtemps été de mise dans le prononcé par les juges et dans l'exercice par les professionnels et par les familles des mesures de protection, mais tout autant dans les relations des tiers avec les personnes protégées. C'est une personne majeure. Ça change tout. Avant, je vous ai parlé d'aliénés, de furieux, de prodigues, d'interdits, d'incapables. Non, là, c'est une personne majeure. Et c'est ça, la loi de 2007. Outre que cette loi de 2007, elle va créer deux nouvelles mesures de protection, enfin une nouvelle mesure de protection, le mandat de protection future, qui est la possibilité pour chacun de nous, dès lors qu'on est en bonne santé et que tout va bien, de prévoir l'avenir et de se dire le jour où j'irai pas bien, c'est moi qui décide à l'avance qui va gérer mes biens et qui va gérer ma personne. Aucun juge ne va s'en mêler. Curatelle, tutelle, sauvegarde de justice, habilitation familiale qu'on va voir après, c'est un juge qui décide. Le mandat de protection future, c'est moi, c'est vous qui décidez pour l'avenir. Et puis, ça n'est pas la loi de 2007, mais c'est une ordonnance de 2015 qui a ensuite été modifiée par une loi de 2019 qui va créer l'habilitation familiale, c'est-à-dire la possibilité pour le juge de désigner certaines personnes, certaines seulement, au sein de la famille, pour exercer une mesure soit d'assistance, soit de représentation, mais sans toute la lourdeur de la curatelle et de la tutelle qui, vous le savez, impose de rendre compte au juge de sa gestion, des diligences que l'on fait auprès de la personne et de lui présenter un certain nombre de requêtes pour avoir des autorisations. L'habilitation familiale enlève tout ce contrôle du juge et allège la tâche de la famille, ce qui permet de respecter le principe de priorité familiale qui est énoncé dans la loi de 2015. Il me reste juste 5 minutes. Je voulais attirer votre attention avec la loi de 2007 sur le fait qu'une des grandes avancées de cette loi, c'est d'avoir, à côté de la protection du patrimoine, introduit la protection de la personne. Non seulement elle l'a mis à côté, mais elle l'a mis avant, puisque si on lit l'article 415 du Code civil, on nous dit que les majeurs reçoivent la protection de leur personne et la protection de leurs biens. Donc la protection de la personne, elle est mise en premier. Cette protection de la personne n'existait pas avant dans la loi, elle ne relevait que d'une rare jurisprudence. Qu'est-ce que c'est que la protection de la personne ? Une personne, c'est un individu physique et psychique. C'est ça, la personne. Le patrimoine, c'est tout ce qui concerne l'argent, tout ce qui est financier, tout ce qui est évaluable en argent. Alors que la personne, encore une fois, c'est l'identité physique et psychique. Eh bien, la loi nous dit qu'il va maintenant y avoir une mission de protection de la personne. Simplement, cette mission de protection de la personne, c'est tout l'inverse de la protection des biens. La protection des biens, c'est on est à côté du majeur en curatelle pour valider ou pas les actes qu'il envisage de faire, et en tutelle, on les fait à sa place. Alors qu'en protection de la personne,
c'est l'inverse. C'est le majeur, toujours, dès lors qu'il est en capacité de le faire, qui prend les décisions qui concernent sa vie personnelle, sa santé, ses relations avec les gens. C'est ce que nous dit l'article 419 du Code civil, 459 du Code civil. Regardez par quoi il commence. Or, les cas prévus à l'article 458, alors l'article 458, il va encore au-delà. Il dit qu'il y a des domaines où personne d'autre que le majeur peut intervenir. Il dit qu'il y a des actes, l'adoption, la filiation, enfin tout ce qui tient notamment aux relations avec la famille, où le tuteur et le curateur, ils n'ont pas leur mot à dire, il n'y a que le majeur qui peut décider. Mais en dehors de ces cas-là, la personne protégée prend seule, c'est important, hein, seule, les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet. Donc, quel est un tuteur ou un curateur, un mandataire de protection future ou une personne habilitée, si elle est en capacité de dire oui, je veux me faire vacciner contre le Covid, ou non, je ne veux pas me faire vacciner contre le Covid, c'est elle et elle seule qui décide. On ne doit pas, on ne peut pas aller chercher son curateur ou son tuteur pour qu'il intervienne auprès d'elle ou pour qu'il décide à sa place ou avec elle. Un progrès phénoménal quand même. Simplement, il faut que ça passe. Il faut que ça passe. Hein. La loi le dit, la loi n'est pas tout, mais la loi est beaucoup. Si déjà on prend la peine de la lire, je crois qu'elle va nous guider dans une réflexion éthique, parce qu'elle est porteuse de sens. On nous dit que c'est la personne qui décide seule, quand bien même elle est en tutelle, qui est le régime le plus grave. Hein. La loi ne fait pas de distinction. Et après, il va y avoir une gradation. Si la personne n'est pas en état de prendre seule une décision personnelle éclairée, qu'est-ce que c'est qu'une décision personnelle éclairée ? D'où peut venir l'éclairage ? C'est très simple. L'éclairage, pour une personne protégée comme pour vous et moi, il vient des informations qui nous auront été données avant qu'on décide. Et vous ne l'avez pas à l'écran, mais sachez qu'il y a un article 457.1 du Code civil qui nous dit qu'une personne protégée, quel que soit le régime de protection, doit personnellement, dans le cadre d'un entretien direct avec elle, recevoir toutes les informations qui la concernent de la part de tous les professionnels qui interviennent auprès d'elle. Tous. Et qu'en plus, la personne chargée de sa protection, en plus de l'information que lui doivent les tiers, la personne chargée de sa protection doit lui apporter une information de façon la plus adaptée possible à son état pour s'assurer qu'elle a compris les informations qui lui ont été données, ou au contraire pour constater qu'elle n'a pas pu les comprendre. Donc, la personne majeure protégée, lorsque son état ne lui permet pas de prendre seule une décision personnelle éclairée, ça veut donc dire que cet éclairage, elle l'a reçu, peut être assistée par la personne chargée de cette protection pour prendre la décision. Ce qui veut dire qu'en tutelle, qui, en matière patrimoniale, est un régime où on représente, en assistance, dans le domaine de la protection de la personne, le tuteur pourra voir sa mission limitée à une assistance. Donc assistance, c'est être avec, c'est pas faire à la place. Et dans le cas ultime, mais c'est un cas ultime, où cette assistance ne suffirait pas, eh bien, le juge peut, dans la décision de tutelle exclusivement, c'est pas possible en curatelle, hein, et dans la décision d'habilitation familiale par représentation, décider que la personne chargée de la mesure de protection pourra prendre la décision à la place de la personne. Mais vous voyez, c'est vraiment une gradation. Rien, assistance, représentation, à condition qu'on soit en tutelle et en habilitation familiale, ou en habilitation familiale représentation, et que le juge l'ait mentionné dans sa décision. Et vous le savez, on a eu l'ordonnance du 11 mars 2020 qui a modifié le Code de la santé publique et le Code de l'action sociale et des familles, et qui a intégré dans le Code de la santé publique les déclinaisons prévues dans cet article, et où il est évident pour tout le monde, maintenant, je l'espère, que notamment en matière de soins, c'est le majeur protégé qui décide. S'il est en capacité de décider, c'est l'idée. Sinon, il est assisté. Sinon, si la décision le prévoit,
la personne chargée de la protection ne consent pas, mais autorise l'acte à sa place. Eh bien, on arrête.